Bonjour Sabrina. Bonjour David. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. C'est un plaisir. Ma première question sera très simple. Vous êtes assise devant un miroir. Ouais. Et j'aimerais tout simplement que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Oula, j'ai l'impression de voir une personne qui a eu plusieurs vies en fait. Voilà, j'ai 34 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Et voilà, et je vois une personne qui finalement a beaucoup de chance d'être en vie et d'avoir une vie heureuse. Je vois une personne qui se bat depuis toujours et qui aime la vie par-dessus tout. Malgré une force, je vois une personne très fragile et qui peut manquer de confiance. Après, je vois une personne pas très bien coiffée depuis ce matin. Voilà, c'est difficile pour moi de me regarder. J'aime pas trop. Je sais pas, j'ai un problème avec le reflet de mon image peut-être. D'accord. C'est déjà très bien d'avoir accepté de te retrouver face à toi-même pour Ouais. répondre à nos questions. La France entière vous a découvert dans une émission sur TF1, Secret Story. Ouais. Et vous avez ému tout le monde par votre histoire. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous raconter pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission ? Alors, pourquoi j'ai accepté de participer à cette émission ? Ça va être un discours un petit peu contradictoire. Alors, premièrement, parce que j'ai eu une vie un petit peu différente des autres. J'ai souvent été privée de mon enfance de par mon histoire. En fait, c'est vrai que j'ai grandi dans les hôpitaux et j'ai vécu des choses d'adultes très tôt. Et pour le coup, Secret Story, en fait, je regardais ces émissions de télé-réalité quand j'étais au plus mal en fait, de ma santé. Et pour moi, c'était un petit peu la colonie de vacances que j'aurais toujours voulu faire. Je trouvais qu'ils s'amusaient, qu'ils n'avaient pas de soucis, qu'ils étaient dans une émission où finalement on s'occupait d'eux et que leur seule priorité c'était de s'amuser, de faire la fête et de déconnecter de tout le monde extérieur finalement. Donc la première raison c'est celle-ci. La deuxième, et d'où ma contradiction, c'est qu'avant ça j'ai fait une école d'acteur. Et pour le coup dans ces écoles, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui veulent faire comédien. Et j'avais peur, j'avais déjà 30 ans, j'avais très peur qu'on me donne jamais ma chance parce que j'étais un petit peu plus fragile que les autres. Je n'ai pas eu forcément confiance en mon talent, donc je m'étais dit que le chemin de comédienne ce serait compliqué et que peut-être avec la notoriété, ça m'aiderait un petit peu en tout cas à avancer dans mes projets. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu injuste parce que pour le coup, il y a des gens de télé-réalité qui deviennent comédiens alors que c'est pas du tout leur passion première et que ça court-circuite un petit peu le chemin des vrais comédiens. Bien sûr. Quel souvenir vous gardez de cette aventure ? Alors, je garde un très bon souvenir. Par contre, je ne suis pas fière vraiment de mon parcours. J'avais trop ce poids sur mes épaules de contrôler mon image de maman et de fille qui véhicule un combat, que pour le coup, parfois, j'ai manqué de naturel et je trouve qu'on n'a pas vu mon vrai visage en fait, parce que dans la vie, alors oui, je parle tout le temps sérieusement, mais voilà, je suis une fille qui aime déconner, j'aime me marrer, j'ai pas trop de limites. Et pour le coup, dans Secret Story, je trouve que j'en ai eu beaucoup. Donc voilà, c'est mon seul regret. Sinon, ça reste une très très belle aventure, quoi qu'on en dise sur la télé-réalité. Effectivement, ce n'est pas des émissions où il faut avoir 5000, 6000 de QI. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de stigmatiser un peu trop le sujet. Est-ce qu'il y avait des personnes à l'intérieur avec qui vous ne vous entendiez pas forcément ? Oui, bien sûr. Je veux dire, on est propulsé dans une maison, on passe 3 mois avec des gens qu'on connaît nulle part.
Déjà, je pense que si je pars avec mes potes 3 semaines en vacances, au bout de 3 semaines, il y en a forcément un que je vais avoir envie d'égorger. Donc là, évidemment, là, on ne choisit pas les personnes avec qui on est. Donc, je vais pas donner de nom, ça sert à rien. Je veux dire, ça va faire 4 ans que j'ai participé à Secret Story. Oui. J'ai de haine envers personne, et heureusement, ce serait grave dans une émission de télé-réalité. Mais évidemment qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des personnes avec qui c'était plus possible, quoi. Il fallait qu'on se sépare vite avant qu'il y en ait. Avant qu'il y ait un drame. Voilà, exactement. Alors, le public, à plusieurs reprises, suite à votre passage, notamment sur Secret Story, sur TF1, a pu vous revoir, notamment sur Énergie 12. Quels sont vos rapports avec la chaîne, avec Énergie 12, qui n'est pas du même groupe que TF1? Bah, Énergie 12, j'aime beaucoup cette équipe. J'ai même des potes qui y sont dedans, des gens que j'aime beaucoup, comme Capucine, comme Anthony. J'aime beaucoup Benoît. Voilà, j'ai rien contre l'équipe des chroniqueurs, présentateurs. Maintenant, c'est une émission, à mon avis, je leur sers à rien parce que finalement, mes projets ne doivent pas vraiment les intéresser, dans le sens où on m'appelle très peu. Donc à chaque fois que j'y vais, c'est évidemment tu reviens quand tu veux. Maintenant, quand j'ai des choses à promouvoir, et je pense que je fais quand même des choses pas trop cons dans ma vie, Bien sûr. mais finalement, on a tendance à m'oublier. Mais c'est pas plus mal parce que sans prétention aucune, voilà, j'ai pas envie d'être invitée avec des gens qui sont complètement teubés en fait, qui font du bruit pour rien. Après, c'est pas grave, c'est pas grave. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ces candidates sorties, issues de télé-réalité, et qui tentent de faire le buzz par leur comportement parfois un peu excessif? Déjà, dans la télé-réalité, il y a 2 sortes de candidats. Il y a ceux qui savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et qui n'ont pas besoin d'en faire des caisses pour faire le buzz. Maintenant, je pense que pour certains, la médiatisation, c'est une drogue. Et qu'ils ont besoin de ça, je sais pas, pour vivre, pour exister. Le personnage d'Affida Turner est un personnage effectivement intéressant qui est très drôle. Après, j'ai pas croisé cette fille. Je pense que j'aimerais beaucoup la croiser un jour pour voir ce qu'il y a derrière toute cette carapace et quelque part cette vulgarité que j'aime pas beaucoup. Parce que je suis sûre que cette fille, elle a quelque chose de très touchant et qui peut être intéressant. Et après, encore une fois, je pense que tout ça, on s'habitue vite à la médiatisation. C'est une drogue, vraiment. On va parler de la mucoviscidose. Mhm. C'est un sujet qui vous touche personnellement. Ouais. J'aimerais revenir un petit peu sur votre enfance, savoir quelle a été, quelles ont été les difficultés à vivre avec cette maladie. Vous avez bénéficié donc d'une greffe. Il y a combien d'années maintenant? Ça fera 8 ans au mois de novembre. D'accord. Avec le recul aujourd'hui, puisque j'imagine que lorsque votre famille a appris la nouvelle, vous étiez très jeune. Vous aviez quel âge? J'avais 4 mois. Vous aviez 4 mois. Comment a réagi votre famille et quelle a été votre enfance avec cette maladie? Alors, l'annonce de ma maladie, elle a été fracassante. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, ma mère, elle est née avec... elle est née, n'importe quoi. Ma mère, elle a eu, quand je suis née, ce sentiment qu'on appelle l'instinct maternel. Et en fait, elle me voyait, j'avais pas de problème particulier. Elle se disait, ma fille, il y a quelque chose d'anormal chez elle. Elle savait pas trop quoi. Donc, elle était toujours fourrée chez le médecin toutes les 5 minutes. Donc, au début, on la prenait un peu pour une folle. Et un jour... j'ai fait une bronchite un petit peu qui a mal tourné. Et elle m'a prise dans mon couffin, elle m'a déposée à l'hôpital et elle a dit, voilà, il y a 2 choses. Soit vous trouvez ce que ma fille est là, soit je me fais enfermer. Donc là, ils m'ont gardée à l'hôpital, ils m'ont fait des examens. Jusqu'au jour où ils l'ont convoquée dans un bureau qui ressemblait plus à une cellule de dégrisement qu'autre chose. Et ils lui ont dit, voilà... votre fille, elle a une maladie génétique qui s'appelle la mucoviscidose. Elle vivra pas plus de 7 ans. Bonne journée, au revoir. Donc, voilà. Donc là, elle a eu ses jambes complètement coupées. C'est vrai que ma mère, c'est un petit bout comme moi. Elle fait 1m55, elle fait 40 et quelques kilos. C'est un poids plume. C'est une femme très forte.
Et elle est rentrée chez moi, enfin chez nous, la fille à 4 mois déjà son appart. Au niveau du melon, on en est où? mais, mais en fait, elle est rentrée, elle m'a regardée et j'ai affiché, je pense, déjà un très gros caractère et une force, voilà, une force de joie de vivre. Et elle s'est dit, bah, on va se battre en fait. Je vais pas regarder ma fille en me disant, bah, dans 380 jours, 7 heures, 12 secondes, elle est plus là. Et elle s'est dit, on va vivre au jour le jour et on verra ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai été malade très tôt. Voilà, ma maladie s'est dégradée très très vite. Donc, je n'ai pas du tout le souvenir d'une enfance malheureuse. J'ai vraiment une enfance heureuse. La seule chose, c'est que je n'ai pas eu une scolarité normale, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je ne suis pas trop con, mais effectivement, j'ai des lacunes. C'est vrai que, je vais vous donner un exemple, quand j'ai tendance à faire des fautes d'orthographe, tout de suite, on va se dire « Ah bah tiens, encore une blondasse de télé-réalité qui ne sait pas écrire ». Non, pas du tout, sans faire pleurer dans les chaumières. Moi, j'ai pas eu cette chance d'être bien scolarisée, de suivre des études normales parce que j'étais 15 jours tous les 3 mois à l'hôpital. Et que voilà, et que quand je sortais de 15 jours d'hôpital, que je retrouvais mes copines, bah, j'avais deux choix. Soit je passais mes jours et mes nuits à rattraper mes cours, à mettre le nez dans les bouquins et à essayer d'être une tronche en cours, mais à côté de ça, je ne découvrais pas du tout la vie. Je n'avais pas de copines, pas d'activité. Soit bah, j'essayais de faire un compromis des deux et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que voilà, ma maladie, j'en ai fait une force et franchement, je suis pas malheureuse du tout. Votre vie est un combat, c'est quelque chose, je pense, qui aura échappé à personne. Mais également votre vie professionnelle. Plus récemment, vous avez surpris tout le monde en devenant réalisatrice et en sortant 2 courts-métrages. Le premier, Leçon d'amour. Le second, Leçon de pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces 2 courts-métrages, de ces 2 bébés? Alors, le premier, Leçon d'amour, il parle d'une histoire d'amour que j'ai vécue. Quand j'ai été en attente de greffe, en fait, j'avais 26 ans. Je m'étais séparée du père de mon fils. Et je m'étais beaucoup dégradée au niveau de ma santé. Donc, je faisais 39 kilos, je respirais grâce à des machines. Je me sentais plus du tout femme, en fait. Et j'ai rencontré un garçon virtuellement parce que je sortais plus de chez moi. Donc, j'étais très, voilà, réseaux sociaux, Facebook. Et en fait, ce garçon, on a vraiment sympathisé. Et au moment où, forcément, il m'a dit j'aimerais bien te voir quand même, j'avais vraiment plus du tout de souffle. Et je me suis dit, mais le pauvre, mais même quand je vais devoir l'embrasser, je vais m'étouffer. Et je lui ai quand même dit, voilà, j'ai ça. Donc forcément, ça l'a freiné. Et j'ai eu envie de raconter mon histoire, mais j'avais peur que les gens pensent que j'en fasse mon fonds de commerce, en fait. Voilà, qu'on se dise... J'en ai un peu marre, en fait, de passer pour la fille malade... qui sait rien faire d'autre. Je comprends. Voilà, donc je me suis dit, finalement, je vais raconter cette histoire qui peut être intéressante et faire passer des messages pour les autres. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire aussi, c'est parce que l'année dernière, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Camille. Et cette jeune fille, elle avait 18 ans et en fait, elle était en attente de greffe aussi. Elle a rencontré un garçon et quand elle lui a dit qu'elle était malade, il s'est barré en fait. Et je me suis attachée à elle, mais comme rarement je me suis attachée. C'est une gamine qui m'a apporté énormément de choses. Pourtant, des gens malades, j'en vois. Vraiment, depuis toute petite, j'en vois beaucoup. Et quand elle est partie, en fait, Elle est partie l'année dernière. Elle est partie l'année dernière, voilà. Et quand elle est partie, je me suis dit, je vais me lancer, je vais le faire et je vais arrêter d'avoir peur de tout le monde, d'avoir ce manque de confiance en moi. Et j'ai toujours eu peur de mourir, toujours. Et cette gamine, elle m'a dédramatisée avec ce sentiment de peur que j'ai. Quand je vois comment elle s'est battue avec le peu de force qu'elle avait, je me dis que finalement, je vais vivre vieille. Voilà, mais Camille, ça a été vraiment quelque chose de très très fort dans ma vie et ça restera dans mon petit cœur. À l'adolescence, en fait, quand je voyais tous mes potes de l'hôpital mourir, je me suis regardée dans la glace, comme celle-ci, et je me suis dit, mais pourquoi tu meurs pas? Pourquoi t'es encore là, toi?
Et je comprenais pas en fait, parce que j'étais un peu kamikaze, j'ai un peu joué avec la vie. Et je me disais, bah, t'es toujours là. Et un matin, je me suis dit, bah, puisque tu vas pas mourir, et bah, tu vas vivre. Et tu vas vivre pour tous ceux qui n'ont pas cette chance d'être en vie et qui n'ont pas la chance que tu as de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et donc en fait, quand je parle, je ne suis pas je suis eux. Voilà, j'essaye d'accomplir toutes les choses que tous ceux que j'aime, que j'ai aimés et que je continuerai d'aimer, n'ont pas eu cette chance de vivre. Donc après, si j'arrive à procurer un espèce de message positif et que j'arrive à véhiculer des choses, pour moi, c'est la plus belle fierté, la plus belle récompense. Parce que j'ai besoin d'apporter aux autres. Vraiment. Je suis beaucoup plus donneuse que receveuse et j'ai besoin d'être là pour les autres. Nous arrivons à la dernière question. Ouais. Vous avez devant vous un cadre. Je vais vous demander de le retourner et de regarder, de me décrire ce qu'il y a dans ce cadre. Il y a une photo de moi encore pas coiffée, comme d'habitude. Voilà, c'est une photo de moi lors d'une interview. Je crois que c'est la première de Jérém Star, en fait. Ouais. Vous aviez quel âge dessus, à peu près? J'avais 30 ans. Et c'était c'était la première fois que je parlais peut-être aussi profondément de mon combat. Vous vous souvenez de la jeune fille que vous étiez il y a 20 ans? Je suis en train de faire le calcul, là, ça se voit pas, mais... oui, bien sûr. 12 ans? J'avais 14 ans. 14 ans, pardon. 14 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Vous avez la possibilité de vous regarder dans ce miroir et puis de vous adresser à cette jeune fille, justement, il y a 20 ans. 20 années qui sont passées. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah déjà, j'aimerais lui dire, ma vieille, on te disait que t'allais vivre que 7 ans, t'es encore là, donc, donc bravo, parce que c'était un petit peu inespéré. Peut-être lui dire voilà, de lâcher prise, d'avoir confiance en elle et de continuer à se battre comme elle le fait. Et surtout, à ne pas hésiter à faire exploser la joie de vivre encore et toujours que j'ai en moi, que cette femme en face de moi a en elle. Et voilà, après, je ne sais pas, ça me perturbe de me parler, c'est un peu intimidant. Mais c'était parfait. En tout cas, Sabrina, merci beaucoup pour cette leçon d'amour. Merci David. À bientôt.